Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouveau flashback qui est consacré à une histoire assez sombre, le vol de l'enfer. Donc dans cette vidéo, je vais rappeler quelle était la situation de la WWE à l'époque du vol de l'enfer, puis je vais mentionner les différents incidents qui ont eu lieu lors du vol, et enfin je vais expliquer quelles ont été les conséquences. Donc d'abord, je vais résumer les faits et je vais notamment utiliser l'épisode de Dark Side of the Ring qui est consacré au vol de l'enfer comme source, mais ensuite, je vais également revenir un petit peu sur les réactions suite à l'épisode, et notamment un fait qui a été souligné pendant l'épisode, mais qui serait en réalité totalement faux. Donc c'est parti, on démarre avec la situation de la WWE au début des années 2000. Nous sommes en 2002, à une période où tout réussit à la WWE. Quelques mois auparavant, la fédération de Vince McMahon a racheté ses concurrents principaux, la WCW et la ECW, donc la WWE se retrouvait en situation de monopole dans le monde du catch, notamment aux États-Unis. Donc la WWE était seule au monde, les salles étaient remplies, c'était sold out partout, mais en même temps nous étions dans une période particulière, car des catcheurs de la WCW et de la ECW tenter de s'intégrer au roster de la WWE. Et deux petites précisions par rapport à cette période. D'abord, il faut savoir que Jim Ross était le vice-président des relations talents, donc c'est lui qui manageait toutes les superstars de la WWE. Et à côté de ça, il faut également savoir que Ric Flair avait effectué son retour dans le monde du catch à la WWE en novembre 2001. Et quelques mois plus tard, alors que tout sourit à la fédération, la WWE prépare une tournée au Royaume-Uni qui doit avoir lieu en mai 2002 et qui doit se conclure le 4 mai avec le pay-per-view Insurrection à Londres. Et pour l'occasion, vu que tout se passait bien, vu que la fédération avait plein d'argent et plus de concurrents, ils ont décidé de louer un jet privé pour leur tournée au Royaume-Uni. Car Jim Ross et les officiels se sont dit que ça ferait plaisir aux superstars et que ce serait une manière de les récompenser. Donc on avait un beau jet privé où en gros tous les sièges étaient des sièges de première classe. Donc là, lors de l'épisode de Dark Side of the Ring qui a été diffusé sur Vice, vous avez plusieurs intervenants qui nous racontent comment s'est passé le vol de l'enfer, notamment Rob Van Dam ou encore Just Incredible, mais surtout une hôtesse de l'air qui s'appelle Heidi Doyle. L'hôtesse de l'air explique qu'elle travaillait pour une compagnie qui s'appelait Sportsjet et qui louait des jets privés à différentes équipes du monde du sport. Et attention, détail très important, dès le début de l'épisode de Dark Side of the Ring, nous avons l'hôtesse de l'air Heidi Doyle, mais également l'ancienne manageuse WWE Terry Runnels, qui précise que Vince McMahon et Linda McMahon étaient bien présents dans le jet, que ce soit à l'aller vers le Royaume-Uni ou lors du retour vers les États-Unis. Heidi Doyle précise que le jet était séparé en deux parties. D'abord, à l'avant, nous avions une sorte de première classe, un petit peu en mode lounge, où il y avait Vince McMahon, Linda McMahon et plusieurs officiels, plusieurs agents. Puis derrière, dans la seconde partie du jet, nous avions les catcheurs et les catcheuses. Et Doyle précise que lors du vol aller vers le Royaume-Uni, il n'y a eu aucun souci. Par contre, il y avait déjà un petit Ric Flair qui était en forme, Ric Flair qui était apparemment le leader de la bande, et qui flirtait un peu avec les hôtesses de l'air, mais apparemment ce n'était rien de méchant. Et donc derrière, nous avons une tournée de 4 jours qui se conclut avec le pay-per-view Insurrection, le 4 mai 2002 à Londres. Et là, au passage, nous avons l'arbitre Mike Yoda qui nous précise qu'à l'époque, les hôtesses de l'air venaient souvent au show WWE pendant les tournées, elles venaient même passer leur temps en coulisses, et ensuite, après les shows, elles venaient à l'hôtel des catcheurs pour boire quelques verres au bar et faire la fête. Puis la tournée se termine et le lendemain du pay-per-view Insurrection, tout le monde remonte dans l'avion pour repartir aux États-Unis. Mais là, l'avion reste bloqué suite à des problèmes au niveau de la météo. Et donc au départ, tout le monde pense que ça va durer 10 minutes, 15 minutes. Mais ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et les catcheurs, les superstars, les officiels se retrouvent bloqués 7 heures dans l'avion. Et donc là, forcément, rapidement, les superstars s'ennuient. Donc les superstars commencent à boire. Et comme vous le savez, dans les avions, les hôtesses de l'air ont habituellement un petit kart avec toutes les boissons dedans, notamment les boissons alcoolisées. Et là, au bout de quelques temps, le kart est totalement vide, il n'y a plus d'alcool dans l'avion. Donc l'hôtesse de l'air explique qu'ils ont dû contacter l'aéroport pour qu'on leur amène un autre kart rempli d'alcool qu'on allait chercher dans un autre avion. Donc ils s'en occupent, le deuxième kart arrive, mais encore une fois, il est rapidement vidé de toutes ces bouteilles, car les hôtesses de l'air versent des verres, mais là apparemment les catcheurs commencent même à se servir directement. Et du coup, il a même fallu commander un troisième kart. Et finalement, au bout de 7 heures d'attente, l'avion décolle enfin. Et là, l'hôtesse de l'air nous dit qu'elle se retourne et d'un coup, elle se rend compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont totalement bourrées dans l'avion.
Et il faut savoir qu'il y avait des gens qui avaient consommé de l'alcool, mais également de la drogue. Et là, nous avons le catcheur Justin Credible qui intervient pour nous expliquer qu'à cette époque, les superstars prenaient pas mal de pilules, mais le tout était légal, car ils avaient des ordonnances, ils avaient des prescriptions, et à cette époque, ils étaient très proches de leur médecin, donc leur médecin leur prescrivait tout ce qu'ils souhaitaient. Donc Justin Credible et Mike Yoda nous disent que dans l'avion, il y avait sûrement du GHB et des halcyons. Les halcyons, ce sont des somnifères que les catcheurs utilisent pour s'endormir lors des tournées. Mais les superstars l'utilisent également d'une autre manière pour faire des pranks, et là ils appellent ça des H-bombs, et le fait de H-bomber quelqu'un. En gros, le principe c'est que vous mettez une pilule dans le verre de quelqu'un sans qu'il le sache, et donc derrière, soit il s'endort, et là vous pouvez le pranker. Vous pouvez par exemple lui raser un sourcil, vous pouvez lui mettre de la mousse à raser sur la tête, ou alors vous restez réveillé, mais à ce moment-là, vous allez un petit peu perdre le contrôle, vous allez perdre vos facultés. Jim Ross explique par exemple que vous galérez à parler, vous galérez à marcher, et donc apparemment c'est super drôle à voir. Rob Van Dam va même jusqu'à dire qu'à ses débuts dans le monde du catch, des catcheurs n'hésitaient pas à H-bomber des femmes en coulisses pour au final pouvoir profiter d'elles. Et donc ça nous mène au premier incident de ce vol de l'enfer. Alors nous avons l'officiel Michael Hayes qui était dans l'avion et sans le savoir, il s'est fait H-bomber, donc d'après les témoignages, il n'était plus lui-même, et là il a pris une très mauvaise décision. Car dans l'avion il y avait également notre bon vieux JBL, et la veille lors du pay-per-view Insurrection, JBL s'était ouvert au front, donc forcément il avait une petite plaie, et il avait beaucoup saigné lors du pay-per-view. Et là, lors du vol, nous avons Michael Hayes qui se lève, il va vers JBL qui était en train de dormir, et d'un coup, il lui met un coup de poing directement au niveau du front sur sa plaie, et donc JBL commence à pisser le sang. Et comme vous pouvez l'imaginer, JBL n'a pas du tout apprécié, donc là il se lève, il se réveille, il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il voit Michael Hayes, et il lui met une énorme gifle, une énorme baffe, qui fait qu'apparemment Michael Hayes est tombé KO directement par terre. Puis derrière, d'un coup, on a des chants X-Pac, X-Pac, et on a le catcheur X-Pac qui arrive derrière Michael Hayes avec des ciseaux. Et là, on a le droit à un témoignage de X-Pac qui nous explique qu'à l'époque, il ne supportait pas Michael Hayes car apparemment, Michael Hayes n'arrêtait pas de l'enterrer et de le critiquer lors des réunions de booking. Donc là, X-Pac avait décidé que c'était le moment de la vengeance et il a coupé la queue de cheval de Michael Hayes. Et pour info, Michael Hayes tient incroyablement à ses cheveux. Mais le problème, c'est que là, il était totalement KO, donc pour le moment, il ne s'en rend même pas compte. L'incident numéro 2 concerne Kurt Hennig, aka Mr. Perfect, qui venait d'effectuer son retour à la WWE en janvier 2002. Et deux précisions par rapport à Kurt Hennig. D'abord, il faut savoir qu'il est considéré comme Mr. Prank, il adore faire des petites blagues à ses collègues, et à côté de ça, lors de son retour en 2002, apparemment il adorait embêter Brock Lesnar, qui était un rookie à l'époque. Et donc lors du vol, Lesnar était tranquillement assis sur son siège, mais d'un coup, Kurt Hennig s'est rapproché de lui, et il lui a mis de la mousse à raser sur la tête, puis paf, il a frappé sur la tête de Brock Lesnar, et il y avait de la mousse à raser partout. Et bien entendu, même s'il n'était pas encore de Beast, Brock Lesnar était forcé de réagir, donc là il s'est levé, et il a commencé à courir à fond derrière Kurt Hennig, et au final il a réussi à le choper. Donc là les catcheurs ont commencé à se battre pour s'amuser pendant quelques instants, mais apparemment la bagarre était impressionnante car tous les deux sont assez massifs, notamment Lesnar, et les personnes qui étaient présentes dans l'avion précisent que ça commençait à être dangereux car Lesnar et Hennig étaient en train de casser des sièges, ils étaient en train de casser des parties de l'équipement, mais surtout au bout de quelques minutes alors qu'ils étaient en train de se battre, ils se sont projetés contre une des portes de sortie de secours. Et à ce moment-là, forcément les catcheurs ont paniqué donc ils sont intervenus pour séparer Lesnar et Hennig. Mais l'hôtesse de l'air précise qu'en soi il était impossible que la porte s'ouvre. Par contre, s'ils avaient continué à se battre, ils auraient pu faire des dégâts au niveau du fuselage de l'avion, et ça aurait mené à une dépressurisation de la cabine, et là ils auraient dû atterrir en urgence, sauf qu'ils étaient au-dessus de l'océan Atlantique, donc impossible d'atterrir. Et juste pour terminer par rapport au cas Brock Lesnar, il faut savoir que la veille, lors du pay-per-view Insurrection, d'après la manageuse Terry Runnels, Lesnar s'est approché d'elle, il avait simplement une serviette autour de la taille, et d'un coup il a enlevé sa serviette, et donc il l'a flashé, il lui a montré ses parties intimes. Et Terry Runnels ne savait pas forcément comment réagir, mais là il y avait Dustin Rhodes, aka Goldust, qui est son ancien mari, qui lui a conseillé « Don't sell it », ne le vends pas, ne réagis pas. Et pour info, lors du reportage, Jim Ross précise qu'à l'époque, personne ne lui avait parlé de cet incident. Donc il ne sait pas si c'est vrai, il dit que ça peut être vrai, mais il n'était pas là, il ne peut pas surveiller toutes les superstars.
L'incident numéro 3 concerne également Terry Runnels car lors du vol, elle était tranquillement en train de dormir mais d'un coup, elle a entendu une voix qu'elle connaissait très bien. C'était la voix de Dustin Rhodes, son ancien mari, qui avait pris le micro dans l'avion et qui est en train de lui chanter une chanson d'amour, Pledging My Love, où en gros il est en train de leur expliquer que leur amour sera éternel et qu'il l'aimera pour toujours. Et du coup Terry Runnels était méga gênée, elle ne savait pas comment réagir, et là c'est Paul Heyman qui l'a vu et qui lui a conseillé: Don't sell it, encore une fois, ne le vends pas, ne réagis pas. Car Terry explique que dans le monde du catch, c'est la meilleure réponse. Quand on vous embête, ne répondez pas, ne réagissez pas. Et les personnes qui témoignaient lors du reportage expliquent que la situation était surtout triste, car on sentait que Dustin Rhodes était réellement en train de souffrir, et donc limite ça commençait à devenir gênant, jusqu'au moment où au final Jim Ross s'est levé, et il a ordonné à Dustin Rhodes d'aller s'asseoir et d'arrêter. On passe à l'incident qui a fait le plus de bruit suite à la diffusion de Dark Side of the Ring et qui concerne Ric Flair. Donc d'abord, nous avons plusieurs catcheurs qui nous expliquent que c'est une tradition depuis des dizaines d'années. Parfois, à la fin de la soirée, vous avez Ric Flair qui débarque et là, il a l'une de ses fameuses robes et en dessous, il a rien du tout, il est tout nu. Et au bout de quelques instants, habituellement, il ouvre sa robe, il se met à danser et il va même jusqu'à faire l'hélico avec son pénis. Nous avons notamment Tommy Dreamer qui précise que voilà, selon lui, c'est rien de méchant, Ric Flair l'a toujours fait, et justement, lors du vol de l'enfer, Ric Flair est allé chercher l'une de ses robes, et d'un coup, il s'est retrouvé dans l'avion avec sa robe, et il a commencé à faire l'hélico. Mais par contre, derrière, nous avons l'hôtesse de l'air, Heidi Doyle, qui explique qu'elle était dans un petit couloir réservé aux hôtesses, et là, Ric Flair s'est rapproché d'elle, et il était vraiment très proche, il était collé à elle, et au bout de quelques instants, il aurait pris la main de Heidi Doyle pour la mettre sur ses parties intimes. Et là, directement, encore une fois, on a Tommy Dreamer qui intervient en disant que selon lui, Ric Flair n'imposerait jamais quoi que ce soit de sexuel à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Ric Flair était simplement en train de styling et profiling, il était en train de s'amuser et de vouloir faire rire les gens. Et lors du reportage, nous avons également le témoignage de Rob Van Dam, qui apparemment a vu la scène dans l'avion. Mais Rob Van Dam explique que tout ce qu'il a vu, c'est que Ric Flair était très proche de l'hôtesse de l'air. Par contre, il a précisé, après la diffusion de Dark Side of the Ring, que lui, il n'a absolument pas vu Ric Flair forcer l'hôtesse de l'air à faire quoi que ce soit. Car Rob Van Dam explique que dès qu'il a vu Ric Flair tout nu, il a rapidement tourné le regard, car c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus au monde. Et Heidi Doyle précise que ça a duré plusieurs secondes, voire même quelques minutes, et elle demandait à Ric Flair d'arrêter, mais Ric Flair n'arrêtait pas. Donc au final, c'est Goldust qui est intervenu pour demander à Ric Flair de se calmer. Et là, lors du reportage, on nous précise que des gens ont déjà posé des questions à Ric Flair par rapport à ces incidents, et Ric Flair a toujours dit que c'était totalement faux, il a toujours totalement nié. Maintenant, on va parler de Scott Hall qui était également de retour à la WWE à cette époque, au sein de la NWO, mais Jim Ross précise que malheureusement, il avait encore pas mal de démons et pas mal d'addictions. Et donc l'avion était proche des États-Unis, ils allaient bientôt arriver, c'était le moment du petit déjeuner, et certaines superstars étaient en train de se réveiller. Donc l'hôtesse de l'air Heidi Doyle va servir le petit déjeuner à Scott Hall. Scott Hall est en train de se réveiller, et là d'un coup, il attrape Heidi Doyle par sa chemise, et il la tire vers elle, et d'après l'hôtesse de l'air, Scott Hall lui aurait dit que maintenant il va la lécher, et là il aurait essayé de lui lécher le visage notamment. Donc forcément l'hôtesse de l'air était effrayée, mais heureusement Scott Hall s'est rendormi, et pour info, depuis Scott Hall a été contacté par rapport à cet incident, et il a déclaré qu'il ne se rappelle de rien du tout, ce qui fait qu'il pense qu'il a également été H-bombé, car à l'époque il tenait très bien l'alcool, mais là il était out. Et le problème c'est que là l'avion atterrit, les superstars se lèvent, mais Scott Hall ne réagit pas, Scott Hall ne se lève pas, Scott Hall était dans les vapes. Ce qui fait qu'apparemment certaines personnes commençaient même à s'inquiéter et se demander si Scott Hall était mort. Et vu que Scott Hall ne réagissait pas, c'est son bon ami Justin Credible qui s'est occupé de lui. Il a pris Scott Hall, il l'a mis sur une chaise roulante et il lui a même mis des lunettes de soleil. Il lui a fait passer les différents contrôles et à chaque fois il expliquait que Scott Hall était souffrant, il était malade. Donc au final ça a fonctionné, ils ont passé les différents contrôles à l'aéroport, mais là d'un coup, il tombe nez à nez avec Jim Ross. Et donc Jim Ross voit Scott Hall qui est totalement KO. Et il regarde forcément Justin Credible en étant très déçu, mais Credible explique que lui il n'a rien fait de mal, il essaye d'aider Scott Hall. Mais attention, ce n'est pas tout, car vu que tout le monde est en train de se réveiller, nous avons également Michael Hayes qui se réveille, et là il se rend compte qu'on lui a coupé sa queue de cheval, et apparemment il a pété un câble dans l'avion, il était prêt à se battre, il voulait absolument savoir qui lui avait fait ça. Puis Heidi Doyle nous explique que derrière il devait faire le ménage dans l'avion, mais là il y avait du vomi, il y avait du sang, et il y avait des seringues.
Donc au final, ils ont laissé tomber. Et Jim Ross précise que si tout ça avait eu lieu lors d'un vol commercial, à ce moment-là, le FBI aurait été en train de les attendre à leur arrivée à l'aéroport. Et Jim Ross précise également que tout le monde s'attendait à une réaction de Vince McMahon, mais ce n'était pas à Vince McMahon de réagir malgré le fait qu'il était dans l'avion, c'était à Jim Ross de prendre les choses en main, car c'était lui qui était le vice-président en charge des relations avec les talents. Bien entendu, lors de ce genre de situation, il faut sévir, il faut taper du poing, donc ça a démarré avec le licenciement de Kurt Hennig. Kurt Hennig a été viré 2 jours plus tard, le 7 mai 2002, mais beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il revienne rapidement à la WWE, sauf que malheureusement, Kurt Hennig est décédé quelques temps plus tard, le 10 février 2003. Et pour info, la cause officielle du décès de Kurt Hennig est une intoxication à la cocaïne, mais apparemment la combinaison d'antidouleurs et de stéroïdes aurait pu également jouer un rôle dans son décès. Ensuite, toujours le 7 mai, nous avons Scott Hall qui a également été viré. Et là, Jim Ross explique qu'en fait c'était une erreur de la part de la WWE, car ils l'ont ramené sur la route trop tôt, alors qu'il avait encore trop d'addictions, trop de démons. Donc Jim Ross a conseillé à Scott Hall de retourner chez lui et de se soigner. Ensuite, Jim Ross explique qu'ils ont également hésité sur le cas Goldust, mais ils trouvaient que ça aurait été trop sévère de virer Goldust, donc une amende était plus logique. Et là, le journaliste demande à Jim Ross pourquoi est-ce que Ric Flair n'a pas eu de sanction. Et Jim Ross répond « Bonne question ». Donc Jim Ross y réfléchit un petit peu puis nous explique qu'à cette époque Ric Flair était une méga star, il avait une très grande notoriété, et du coup la WWE n'a pas forcément osé le punir, il a eu un pass, il a eu un laissez-passer. Puis nous avons également l'hôtesse de l'air Heidi Doyle qui nous explique la suite pour elle. Elle nous explique que quand elle est rentrée chez elle, elle est tombée en larmes et elle était clairement sous le choc. Et à la base, elle ne voulait pas forcément porter plainte, mais elle a entendu qu'une autre hôtesse de l'air du même vol allait porter plainte, donc au final, elles ont porté plainte ensemble contre la WWE. Et finalement, les hôtesses de l'air et la WWE ont trouvé un arrangement, donc la WWE leur a donné une compensation, une somme d'argent. Et à la fin, Heidi Doyle souhaite souligner qu'elle ne pense pas que Ric Flair souhaitait la violer, mais en tout cas elle pense que Ric Flair est allé trop loin et ça l'a clairement profondément choqué. Et avant de passer aux réactions, nous avons 2 autres petites précisions à la fin. D'abord, il faut savoir que nous avons retrouvé la queue de cheval de Michael Hayes, car le lendemain du vol, lors d'un show, elle a été placée dans un sac, et ce sac était collé à la porte du vestiaire des superstars. Donc encore un petit moyen d'humilier encore plus Michael Hayes. Et l'autre petite précision, c'est qu'à la fin du reportage, on a une nouvelle fois Tommy Dreamer qui défend Ric Flair en disant que ce n'est pas un prédateur sexuel, et qu'il ne faisait que s'amuser. Et donc suite à la diffusion de ce reportage, nous avons eu énormément de réactions négatives en ligne envers Ric Flair. Beaucoup de fans qui trouvent que Ric Flair a clairement eu le comportement d'un prédateur sexuel. Et du coup, beaucoup de personnes souhaitent que Ric Flair soit cancel. Et donc ça a eu des effets sur la carrière de Ric Flair. Il faut savoir que certains sponsors ont lâché Ric Flair. Ric Flair a également été retiré de certaines conventions où il avait été invité. Et il y a également certaines campagnes publicitaires qui ont été suspendues pendant plusieurs semaines, le temps de réaliser une enquête en interne sur Ric Flair, mais pour info, la plupart de ces campagnes publicitaires ont repris depuis. À côté de ça, il y a également eu énormément de réactions négatives contre Tommy Dreamer, et le fait qu'il n'arrêtait pas de défendre Ric Flair, et surtout les gens ont trouvé que Tommy Dreamer n'arrivait pas à comprendre la gravité des faits de Ric Flair, il faisait vraiment trop comme si c'était une blague, alors que clairement pour l'hôtesse de l'air ce n'était pas drôle. Et donc derrière il faut savoir que Tommy Dreamer, qui est agent à Impact Wrestling, a été suspendu par la fédération, car la fédération a déclaré qu'elle ne tolère pas ce genre de propos, et à côté de ça, Tommy Dreamer a également été suspendu de l'émission de radio Busted Open, à laquelle il participe chaque semaine. Mais pour info, il vient d'effectuer son retour cette semaine, donc petit à petit les gens sont déjà en train d'oublier, que ce soit pour Tommy Dreamer ou pour Ric Flair. Maintenant je tiens à préciser que Ric Flair s'est à nouveau expliqué depuis la diffusion de Dark Side of the Ring, et il a encore une fois maintenu que c'est totalement faux. Ric Flair est totalement connu pour de temps en temps se montrer tout nu et faire l'hélico, mais il explique qu'il n'a jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit, et il dit que si c'était vrai, ses affaires seraient ressorties beaucoup plus tôt, alors que plein de journalistes ont fait beaucoup de documentaires sur sa vie, et ils n'ont jamais trouvé des histoires dans ce genre. Donc Ric Flair maintient toujours qu'il est innocent, et on va terminer sur un gros détail qui concerne Vince McMahon. Car comme je vous l'ai dit lors de l'épisode Dark Side of the Ring, nous avons plusieurs personnes, dont l'hôtesse de l'air, mais également Terry Runnels, qui ont affirmé que Vince McMahon et Linda McMahon étaient présents dans l'avion. Mais suite à la diffusion de cet épisode, nous avons Jonathan Coachman, un grand employé de la WWE à l'époque, qui a assuré sur internet que Vince McMahon et Linda McMahon n'étaient pas présents lors du vol de l'enfer, car Jonathan Coachman le sait très bien,
il était dans l'avion, il était totalement réveillé on va dire, et donc il précise que si Vince McMahon avait été dans l'avion, ce genre de choses ne serait jamais arrivé, car les superstars n'auraient jamais osé avoir ce genre de comportement devant le grand patron. Donc Coachman dit qu'apparemment il y avait clairement des erreurs dans le récit de l'épisode de Dark Side of the Ring. Et en conclusion, à la fin de l'épisode, pour nous rassurer, Jim Ross dit qu'heureusement les nouvelles générations sont très différentes des anciennes générations, ils ont appris des erreurs on va dire de leurs aînés, et ils ne sont pas du tout dans l'alcool, dans les drogues, etc. Donc heureusement ce genre d'erreur ne devrait pas se répéter. Donc voilà, c'est tout pour ce flashback consacré au vol de l'enfer. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!